Madame, Monsieur, c'est dimanche et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Sur le plateau, avec moi, le directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, l'ARCEL, Monsieur Jean-Pascal Nkou. Bonsoir, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CIATV. À ma gauche, Cyril King, BP du service économie, ici même à la rédaction centrale TV de la CRTV. Bonsoir et bienvenue sur le plateau, Cyril. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous les téléspectateurs de Scène de Presse. De l'électricité dans l'air, il y en avait il y a quelques jours encore. Eneo, la société de distribution de l'énergie, ayant unilatéralement décidé de suspendre les prélèvements des index et de les remplacer par des estimations de consommation. Initiative stoppée net par le ministère de l'Eau et de l'Énergie et le régulateur suite aux plaintes des consommateurs. Ce soir, Scène de Presse met en lumière la facturation sur estimation et tous les problèmes qu'elle a entraînés et qu'elle continue d'ailleurs d'entraîner. Immunisé, oui ou non, après avoir contracté le Covid-19, la question est sur toutes les lèvres et nos oreilles sont tendues vers la communauté scientifique qui ne chante pas encore à l'unisson sur le sujet. Mais ce soir, le directeur général du Centre Pasteur de Yaoundé nous dira pourquoi. Mais en attendant, parlons de ce courant qui a du mal à passer entre les consommateurs et la société de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Une fois de plus, bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors, la société de distribution de l'électricité au Cameroun a décidé de suspendre le relèvement des index et a opté pour les estimations des factures. C'était au mois de mai. Est-ce que vous en avez été informé? Avez-vous été tout au moins consulté? Nous n'avons pas été effectivement consultés, bien que ce soit une initiative qui est louable. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la collecte des informations sur les index induit un coût qui est aujourd'hui évalué à peu près à 7 milliards de francs et qui représente à peu près 2% du chiffre d'affaires du secteur. Et réduire ce coût, optimiser ce coût, reviendrait à baisser le coût et effectivement à baisser le tarif qui serait au final pratiqué pour la consommation de l'énergie électrique. Donc, vous n'avez pas été consulté, vous avez été mis devant le fait accompli, mais il faut quand même dire que ce n'est pas une nouveauté, ce type de facturation. Il faut dire que peut-être il y avait une infime partie des factures qui faisaient l'objet d'estimation, mais l'opération grandeur nature qui a été effectivement engagée par Eneo devait au préalable obtenir l'avis favorable du régulateur, ce qui n'a pas été fait et ça nous a conduit à une surfacturation de certains clients. Mais nous tenons encore une fois de plus à préciser que c'était une initiative louable parce que ça permet de baisser le coût. Et le secteur fonctionnant sur la base du coût du service, si nous baissons le coût, nous pouvons par ricochet baisser le tarif pratiqué au client. Je vais vous prendre au mot. Vous dites que c'était une initiative louable parce qu'elle permet de baisser les coûts. Donc, Eneo pouvait faire des économies de 7 milliards de francs CFA. Mais d'un autre côté, on s'est bien rendu compte que certains consommateurs, certains clients se sont retrouvés avec des factures bien plus élevées que celles qu'elles ne payaient avant. C'est ce que vous qualifiez d'initiative louable d'Eneo. C'est pour ça que j'ai précisé qu'effectivement, c'est une initiative louable telle que ça se passe
dans tous les pays. Au jour d'aujourd'hui, on est aux factures prépayées, on est aux compteurs intelligents ou bien les compteurs communicants. On peut également impliquer les consommateurs pour connaître les index de consommation. Donc je pense que c'est une pratique aujourd'hui qui est louable et nous pensons que l'instrument qui a été choisi, qui était estimé sur la base des consommations passées, n'était pas le bon instrument. Il faut aller vers des instruments appropriés et ces instruments sont aujourd'hui dans les compteurs intelligents, les compteurs que nous n'avons pas encore en ce compte, que nous n'avons pas encore en totalité. On va revenir sur cette question, le temps pour Cyril Kingé de poser. Justement, cette question, monsieur le régulateur, tout le monde sait désormais qu'on a eu des factures élevées, mais personne ne sait ce qui a entraîné cela. Parce que vous dites, on a utilisé une méthode, ce qui n'est pas la méthode juste, de façon précise. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le régulateur sait exactement ce qui s'est passé pour qu'en faisant une estimation sur les dernières consommations, on se retrouve avec des prix qui sont au-dessus des factures ordinaires? C'est une méthode qui fonctionne lorsque vous avez des consommations qui sont suffisamment stables. Et nous savons que cette période, c'était une période du Covid. Il y avait des consommateurs qui n'étaient pas chez eux et qui n'ont donc pas consommé. Mais en prenant cette estimation sur la base des consommations passées, on s'est retrouvé donc à facturer des consommateurs à un niveau d'index qui ne correspondait pas à leur consommation. Voilà effectivement ce qui s'est passé. Et donc on s'est retrouvé avec des consommateurs qui étaient dans la tranche de 50 francs par exemple et qui se sont retrouvés à une tranche supérieure. Alors ça veut dire que l'application n'a pas marché. L'application n'a pas marché et je pense que nous avons immédiatement demandé à Eneo d'interrompre cette initiative-là. Et ce qui a été fait au niveau d'Eneo, ça a été interrompu. Et nous avons également demandé à Eneo de restituer le gros perçu aux différents clients. Et nous avons demandé à Eneo d'aller vers ces compteurs prépayés, ces compteurs intelligents, et voire même impliquer les consommateurs qui peuvent, à travers leur smartphone, relever les index de consommation et communiquer ces informations à Eneo. Alors vous avez demandé à Eneo de faire ci, de faire ça. Cyril, vous voulez bien dire que c'est après coup? Oui, c'est après coup, bien sûr. Et Eneo avait prévu 72 heures, justement, pour que les uns et les autres déposent leur requête auprès d'Eneo. Est-ce que vous avez suivi, justement, ça? Vous êtes satisfait de ce qui a été fait jusqu'à maintenant par rapport à toutes ces réclamations des clients? Après coup, bien sûr, parce que la question que je veux poser, effectivement, c'est celle de savoir, ce sont des plaintes qui sont presque récurrentes, celle de surfacturation, mais Arcel attend généralement que le coût se produise et réagit après. Non, Arcel n'attend pas que le coût se produise et réagit après. Je pense que aller vers les compteurs intelligents, c'est quelque chose qui a déjà été retenu dans l'avenant numéro 3. Et donc, c'était déjà des actions qui étaient prévues. Donc, nous avons effectivement anticipé. Bon, malheureusement, il y a eu cette initiative qui est venue et un peu contrecarrer des actions qui étaient déjà engagées entre Arcel, Lominé et Eneo. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes assuré, par exemple, que Eneo a remboursé le trop perçu? Le trop perçu sera remboursé à travers les factures que les clients vont recevoir pour leur consommation du mois de juin. Et moi-même étant consommateur, j'ai effectivement constaté que ma facture a énormément diminué. Je suis à 4 000 francs de consommation. Et ça, c'est pas parce qu'il s'agit du directeur général de l'Arcel. Non, il ne s'agit pas du directeur général de l'Arcel. Je n'ai même pas déposé des requêtes. Donc, je constate tout simplement qu'il y a eu un ajustement dont Eneo a effectivement amorcé à apporter des solutions aux requêtes posées par les... Alors, vous n'avez pas déposé de requêtes, mais les clients ont déposé des requêtes. Est-ce que ces requêtes-là ont été traitées? Est-ce que ces requêtes sont traitées en temps réel? Eneo a mis en place un dispositif pour vous dire que nous suivons ce dossier avec Lominé. Eneo a mis en place un dispositif, toute une cellule qui est chargée donc de traiter l'ensemble de ces requêtes et permet que les différents clients puissent percevoir le coût perçu qui a été obtenu par Eneo. Je voudrais que nous parlons de la facturation et avant que je ne vous pose la prochaine question, je voudrais que nous écoutions d'abord les journalistes qui se demandent si les Camerounais payent
le juste prix en ce qui concerne l'électricité. Et on va le voir dans cette rubrique, la rubrique édito, préparée par Michel Renaud Owanja. On va revenir sur cet élément de Michel Renaud Owanja. Du coup, je suis obligée de vous poser la question, monsieur le directeur général de l'ARCEL. Est-ce que les Camerounais payent le juste prix? Je pense que c'est un débat au jour d'aujourd'hui. Il s'agit effectivement de renforcer le dispositif de facturation. Et ce dispositif concerne non seulement la collecte des informations sur les index, ça concerne également la qualité des compteurs qui mesurent la consommation des différents clients. Et concernant la qualité des compteurs... Est-ce qu'on peut se fier à ces compteurs, monsieur le directeur général? Je suis en train de vous dérouler pour vous dire qu'il est question de garantir aux consommateurs qui payent le juste prix. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons engagé avec le Mincommerce une démarche de s'assurer que tous les compteurs qui sont au niveau des domiciles sont des compteurs qui mesurent les aptitudes de la consommation réalisée par les différents clients. Et il y a également la NOR qui a été associée dans ce travail pour assurer la certification de l'ensemble des compteurs. Donc c'est un processus qui est en cours, je l'avoue. Et à moyen terme, on devra aboutir à des compteurs qui sont certifiés et des compteurs qui mesurent les aptitudes de consommation. Je retiens donc que pour le moment, on ne peut pas vraiment se fier à ces compteurs. En tout cas, on ne peut pas se fier à ces compteurs à 100%. Non, moi je ne pourrais pas être soit affirmatif ou bien dire que ces compteurs ne mesurent pas. Il s'agit tout simplement d'accroître la confiance de ces instruments de mesure en associant donc le Mincommerce qui a la charge de la métrologie et également associer la NOR pour qu'il n'y ait plus ce débat sur la qualité des compteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que c'est un problème réel. Là, vous nous parlez d'un projet, mais là, c'est un problème réel. Et Cyril va vous interroger là-dessus. On se rend bien compte parfois qu'on n'a pas d'appareil ou alors qu'on n'a que 2 appareils à la maison, mais on se retrouve avec des factures de 25 000 et 30 000. On ne sait pas exactement à quoi correspondent ces factures. Et lorsqu'on vient prélever l'index, on dit non, c'est ce qui s'affiche sur l'index. Or, de manière réelle, à la maison, on n'a que deux appareils ou parfois on n'en a pas du tout. Alors du coup, je vous repose la question, est-ce qu'on peut se fier à ces compteurs? Je pense que s'il y a quelques compteurs qui ont des problèmes de fonctionnement, parce que certains ont des durées de vie de 15 ans, 20 ans, mais l'ensemble des compteurs, en majorité, mesurent les aptitudes de consommation des différents clients. Et je voudrais préciser ici, si un client estime que sa consommation ne correspond pas aux données indiquées par le compteur, il est tout à fait loisible au client de faire établir une requête et de déposer auprès de NEO pour solliciter un remboursement. Monsieur le directeur général, la question du paiement du juste prix est intéressante parce que on a les différentes tranches qui ont été fixées au départ. Et il y a la tranche sociale où la TVA est exonérée. Mais maintenant, cette tranche sociale s'arrête à 110 kW. Maintenant, il y a des gens jusqu'à 220 kW, on paye sans TVA. La question, la voici. Pourquoi lorsque j'ai 230 kW ou 250 ou 300 kW, on met la TVA sur tout ce que j'ai consommé au lieu de me faire payer seulement la TVA sur les kilowatts en plus? En fait, il faut comprendre le principe de la tranche sociale. C'est une tranche sociale. Ça veut dire que c'est une catégorie de clients qui, compte tenu de leur pouvoir d'achat, l'État a décidé de leur accorder un tarif qui est en deçà du tarif réel. Je rappelle que le tarif qui est pratiqué, c'est la somme des coûts divisée par la quantité d'énergie qui est délivrée aux différents clients. Et donc, cette tranche sociale, c'est vraiment des clients qui ont un pouvoir d'achat faible et donc à qui le gouvernement a décidé de leur pratiquer un prix qui est en deçà du prix réel. Oui. Et donc, j'imagine quelqu'un qui consomme, qui a 200 kWh, ça veut dire que c'est un client d'une
certaines catégories et donc qui ne devraient pas bénéficier de la classe sociale. Je pense que c'est ce qui devrait être appliqué, c'est ce qui est appliqué. Combien de fois les personnels de l'ARCEL sont-ils sur le terrain pour s'assurer qu'effectivement Eneo applique le bon prix? Je dirais que l'ARCEL n'aura jamais le personnel suffisant pour être sur le terrain avec Eneo pour procéder au relèvement des index. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de l'ARCEL, nous avons institué une instance de conciliation. Et cette instance de conciliation permet, lorsqu'un client estime que sa facture ne correspond pas à sa consommation réelle, il s'adresse donc à cette instance-là. Et nous travaillons avec les juristes d'Eneo pour restituer aux différents clients leur dû. Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. Et c'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. Le gouvernement envisage la rouverture des frontières, annonce Cameroun Tribune dans sa parution du vendredi 17 juillet. Le sujet était au cœur de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie gouvernementale contre le coronavirus. Également au menu des travaux présidés par visioconférence par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, les dégâts de la pandémie dans la filière tomate, victime de l'arrêt des exportations. Balai des diplomates au Palais de l'Unité cette semaine. En fin d'émission, ils sont allés faire leurs adieux au président de la République, son Excellence Paul Biya. En vitrine dans le quotidien bilingue national, l'audience accordée par le chef de l'État à l'ambassadeur belge Stéphane Dopagne et le journal de Marie-Claire Nana d'affirmer que tout baigne entre Bruxelles et Yaoundé. Dans Mutation, zoom sur l'audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur Peter Henry Barlerin, qui aura passé 3 années comme ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, non sans crispation, d'après le quotidien de la rue de l'aéroport. Crispation comme les rapports tendus entre le maire de Njombe Penja et le préfet du Mungo. D'après Le Jour, Paul-Éric Kingé a saisi la cour d'appel du littoral contre l'autorité administrative pour bris des scellés, destruction des biens, arrestation et séquestration arbitraire, emploi illégal de la force publique. Une plainte qui serait née des désaccords enregistrés autour de la gestion d'une carrière de pouzzolane dans la localité de Njombe Penja, explique le quotidien bleu. Le journal d'Aman Mana relaie par ailleurs le mouvement de contestation de certains instituteurs qui n'ont pas été retenus lors du dernier recensement lancé par le ministère de l'Éducation de base. Ces enseignants ont effectué un sitting devant la primature cette semaine. Et le Premier ministre a entendu leurs cris. Après avoir reçu les manifestants, Joseph Dion Ngouté a annoncé la mise sur pied d'une commission de travail pour réparer les irrégularités dénoncées par le collectif dans le processus de recrutement, explique Mutation. D'autres formes d'irrégularités mises à nu par signature cette semaine. La grande illusion autour des logements sociaux est racontée par le journal de Pierre Lebon et Langa. Selon signature, ces maisons d'habitation construites à coût de milliards par l'État et destinées aux personnes désœuvrées par leur coût élevé et les conditions d'accès opaques sont en définitive une affaire de riches et de luxe. Ainsi perdure l'habitat précaire pour les moins nantis, affirme signature. Charles Ndongo, 4 ans déjà, à la tête de la CRTV. L'autre sujet en une dans signature dresse un bilan élogieux de la gestion de l'Office national de radio et télévision par le journaliste de renom. Selon signature, en 4 années, Charles Ndongo a doté la CRTV des outils qui en font une entreprise moderne. D'abord la réhabilitation de la comptabilité, puis l'inventaire général du patrimoine de l'Office, sans oublier la dotation d'un manuel de procédure à la CRTV. Côté qualité de vie du personnel, signature note que l'avènement de la convention collective sous Charles Ndongo a amélioré drastiquement le traitement salarial du personnel et des retraités. La revue de presse était sur... Merci Franck Evina pour cette revue de presse et nous continuons de parler de la facturation au niveau de la société de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Alors, monsieur le directeur général, il est arrivé qu'il y ait des coupures d'électricité ou des pannes d'électricité pendant des jours et des jours dans certains quartiers de la ville. Ça peut arriver, je ne sais pas moi, 2 fois, 3 fois par semaine et parfois ce sont des coupures qui durent des heures et des heures, mais on ne ressent pas l'impact de ces coupures dans sa facture à la fin du mois. C'est-à-dire qu'on a payé 25 000
le mois précédent. Le mois d'avant, malgré toutes les coupures qu'on a eues, on se retrouve en train de payer le même montant ou alors même un montant plus élevé. Comment est-ce que vous expliquez cela? Il faudrait peut-être se poser la question si les coupures surviennent un mois précis. Si c'est un phénomène récurrent, on peut imaginer que on a observé les coupures le mois d'avant et on a observé les coupures le mois courant. Et donc, au même rythme des coupures, on devra avoir la même consommation, madame. Et donc, je réitère ici que les compteurs sont censés mesurer l'énergie. Il n'y a pas eu de coupure le mois d'avant. Il y a eu des coupures le mois d'après, oui. Mais on paie exactement le même montant, comme si on ne tenait pas compte de ces interruptions de fourniture de l'énergie électrique. Je sais que depuis un certain temps, le phénomène de coupure est un peu récurrent. Et donc, je serais surpris qu'on me dise qu'il y a eu des coupures un mois et que le mois d'avant, on n'a pas observé les mêmes coupures. Donc, je vais dire que au cas où il y aurait même une erreur de mesure, je rappelle encore une fois de plus que les clients ont des plateformes, notamment le centre de conciliation de l'ARCEL et le dispositif également mis en place par Eneo pour demander qu'il y ait une vérification et pour que s'il y a eu un surplus de facturation, qu'il soit restitué aux consommateurs. Monsieur le directeur général, vous dites que vous n'avez pas suffisamment de personnel pour les mettre sur le terrain derrière tous les compteurs, mais il y a des clients qui sont convaincus qu'il y a des compteurs qui tournent alors qu'il n'y a pas d'électricité. Vous entendez cela? Oui, nous entendons. Nous recevons d'ailleurs beaucoup de requêtes. Et lorsque nous recevons une requête, on organise la conciliation et sur la base des preuves, nous faisons des descentes ponctuelles sur le terrain pour aller constater et vérifier effectivement que les déclarations du client sont fondées. Et s'il s'avère que c'est fondé, on demande à Eneo de restituer au client le gros perçu. Le contrôle des installations est prévu par le règlement de service, justement, qui est ce document qui régit les relations entre Eneo, ARCEL et les clients. Là, cette question de contrôle des installations revient assez régulièrement également. Est-ce que Eneo peut contrôler les installations en l'absence du propriétaire des lieux, par exemple? Est-ce que Eneo a le droit de le faire? Parce que la question ne se pose pas. Eneo le fait constamment. Je pense que le règlement des services encadre très bien ces opérations sur le terrain. Pour qu'Eneo puisse procéder à ce genre d'opérations, Eneo devrait avoir premièrement des agents assermentés. Ils devraient être soit accompagnés par des huissiers qui peuvent aller constater. Et ces opérations ne sauraient se dérouler à l'absence des propriétaires de... Il n'y a pas d'opération inopinée? Nous n'encourageons pas des opérations inopinées puisqu'il y a un procès verbal qui est établi après ces opérations. Il faut bien que le propriétaire du domicile puisse signer ce procès verbal s'il est d'accord avec les conclusions du contrôle. Et s'il n'est pas d'accord, il émet des réserves et ils vont se référer au processus de conciliation qui est mis en place au niveau de l'ARCEL ou alors se référer à la cellule mise en place au niveau des NEO pour être remboursé. Combien de contrôles faites-vous par an, vous, au niveau de l'ARCEL, pour vous assurer justement que ces contrôles, je vais me répéter, que ces contrôles inopinés de NEO sont faits dans les règles de l'art? Et puis le directeur général dit qu'il n'encourage pas, pourtant ça se fait. Ça se fait. Donc finalement... J'ai dit, nous n'encourageons pas Eneo à faire des contrôles inopinés à l'absence des propriétaires, le règlement des services. Ça semble pourtant être la règle, monsieur le directeur général. Non, je pense qu'il y a un procès verbal qui est établi. Et lorsque nous avons des clients qui déposent des requêtes au niveau de l'ARCEL et qu'on constate que le procès verbal n'a pas été signé par le client, immédiatement, le client
nous considérons que le client a raison et on demande à NEO de restituer au client le gros. Dans quel délai, monsieur le directeur général, dans quel délai? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des requêtes qui sont faites, certaines sont acceptées, d'autres ne le sont pas toujours, mais on attend des réponses pendant des mois, et parfois on en arrive même à oublier qu'on a déposé une requête. Où se trouve l'ARCEL à ce moment-là pour veiller à ce que le client ait un retour de la requête qu'il a introduite? Nous faisons des contrôles au niveau des agents des NEO pour effectivement vérifier que les délais de traitement des requêtes des clients sont respectés et nous travaillons avec NEO pour réduire ces délais. Et je vous avoue, au jour d'aujourd'hui, NEO a pris des dispositions pour qu'en 72 heures, le client puisse être, en ce qui concerne la surfacturation, madame, je vous rassure, si vous déposez une requête au niveau des NEO, c'est 72 heures. Et s'il est avéré que vous avez été surfacturé, et NEO vous restitue le pro-perçu. Nous l'avons annoncé il y a quelques instants, les Camerounais payent-ils le juste prix? C'est dans la rubrique édito et nous proposons d'écouter les réponses données par les journalistes. Le juste prix sur un produit, c'est lorsqu'on a l'impression que l'argent qu'on a donné, on a reçu en retour l'objet ou alors le produit ou le service pour lequel on s'attendait effectivement. On n'est jamais content de payer, hein. Jamais. Quand vous sortez de l'argent pour payer quelque chose, on n'est jamais content. Fût-il l'électricité ou l'eau. Le problème de l'électricité au Cameroun, c'est un vrai scandale social. NEO fixe ses prix en fonction d'un certain nombre d'agrégats, comme tout le monde, comme tous les vendeurs. Il y a déjà le coût du produit qu'il met à notre disposition et le coût du service qu'il met à notre disposition. Et vous allez voir que sur le coût du produit, on le dit depuis une dizaine ou une vingtaine d'années déjà, c'est qu'il y a des pertes énergétiques sur le réseau entre la production et le consommateur final. Et ces pertes-là ne peuvent pas être assumées par l'entreprise qui distribue. Évidemment, elle répercute ces coûts-là sur les consommateurs. Nous sommes arrosés par à peu près 9 barrages. 9 barrages. Donc sur les 9, il y a 8 qui sont hydroélectriques. Ça veut dire que nous avons la capacité de production de l'énergie qui pourrait permettre aux Camerounais de payer le kilowatt d'électricité le moins cher. Or, aujourd'hui, même après cette baisse du mois de mars de 4,40%, nous payons tout de même 86 francs 95, 86 francs 95, c'est trop élevé. Si on voit le potentiel hydro du Cameroun, nous sommes deuxième en Afrique et nous voyons autant de barrages que nous avons, autant d'investissements que les Camerounais consentent sur l'énergie électrique. Je pense que nous pouvons dire que le Camerounais paye trop cher l'énergie. Le consommateur camerounais paye pour des pertes de production et de transport qui ne sont pas le fait de sa faute et il y a donc une petite injustice. La manière dont l'entreprise NEO, qui je le rappelle appartient en partie à l'État, en partie à des investisseurs privés, fixe ses coûts et ses charges de distribution est faite d'une façon qui est telle que le Parlement ne contrôle pas. Normalement, on devrait débattre des coûts de distribution d'électricité au Cameroun et des charges que NEO dit devoir générer pendant qu'il est en train de mener son activité de service public. Il faut ajouter à cela le fait que l'État du Cameroun subventionne NEO à 20 milliards de francs CFA par an. C'est beaucoup. Ceci pour que le coût du kilowatt revenu aux consommateurs soit le moins cher possible. Mais jusque-là, 86 francs 95, c'est-à-dire 88 francs par kilowatt, c'est trop élevé. Les autorités camerounaises doivent comprendre que oui, c'est une entreprise, peut-être privatisée ou privée, mais je pense que l'État a son mot à dire là. Et si l'État a son mot à dire, l'État doit veiller à ce que les Camerounais payent l'énergie électrique au niveau de leur exploitation.
La qualité du service pour lequel on paye est totalement déplorable. Vous avez parfois de l'énergie que vous payez qui au final vous gaspille une télé, un frigo, des appareils pour ceux qui ont des PME, ceux qui tiennent des bars, ceux qui tiennent des salons de coiffure. Ils n'ont pas la qualité d'énergie qu'il faut. Et rien que de ce fait-là, la réponse est évidente. Les Camerounais ne payent pas le juste prix pour la qualité et la quantité d'électricité qu'on leur fournit. Alors, monsieur le directeur général de l'ARCEL, vous venez d'écouter les journalistes sur cette question des coûts. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais déjà préciser que ce n'est pas Eneo qui fixe le tarif. Voilà. Nous sommes dans un secteur où il fonctionne sur la base du coût du service. Nous validons l'ensemble des coûts avec Eneo, dont ARCEL est chargé effectivement de vérifier l'ensemble des coûts réalisés par les différents opérateurs. Je rappelle qu'il n'y a pas qu'Eneo. Vous avez Eneo, vous avez le transporteur qui est Sonatrach, et vous avez également des producteurs indépendants. Donc nous faisons une évaluation de l'ensemble de ces coûts. Nous validons ces coûts. On rapporte ces coûts à la quantité d'énergie fournie et nous obtenons un prix. Et sur la base de ces prix, il y a une catégorie de clients qui sont des clients de la tranche sociale qui vont payer un tarif inférieur au coût de production du kilowattheure. Et vous avez une autre catégorie de clients, notamment des grandes industries, où l'État a souhaité donner une incitation à l'investissement privé en leur accordant également des tarifs qui sont également des tarifs préférentiels. C'est une politique d'incitation que le gouvernement a décidé de mener. Et c'est ce processus-là qui aboutit au calcul du tarif qu'on obtient à la fin. Donc, ce n'est pas Eneo qui fixe le tarif. Le tarif, c'est un ensemble de coûts qui sont déterminés sur la base des objectifs d'accroissement de la production, sur la base des objectifs d'accroissement, des hypothèses d'accroissement de la demande. On obtient donc un équilibre et nous disons à Eneo, bon, allez-y, investissez sur la base de ces plans d'investissement qui ont été validés et après, nous examinons l'ensemble des coûts et nous validons ces coûts. Monsieur le directeur général, la question de ces coûts qui sont imputés parce qu'on n'a pas payé à temps est une question qui revient régulièrement, les frais de coupure. Vous les surveillez également, monsieur le directeur général, parce qu'à un moment, on a l'impression que ces coûts finissent par être énormes pour le consommateur. Nous vérifions, en fait, notre rôle, effectivement, c'est d'assurer la protection des consommateurs. Et donc, nous nous assurons que le consommateur a payé le juste prix. Si ça veut dire que les factures sont arrivées en retard et on estime que le consommateur n'a pas payé à temps, on peut bien démontrer à quel moment il a reçu la facture et si le consommateur vient au niveau de l'ARCEL, nous allons apporter une solution à ce Comment problème. sont générés ces coûts, ces frais d'impayés? Comment c'est généré? Les frais d'impayés, vous savez, l'énergie, c'est un produit qui n'est pas, qu'on ne peut pas stocker. C'est-à-dire que lorsqu'on libère l'offre d'énergie, alors si vous ne consommez pas, cette énergie est perdue. Donc vous comprenez que Eneo se retrouve dans une situation où lorsque vous ne payez pas, ça crée une incidence négative sur la trésorerie. Je veux dire la trésorerie du secteur parce que beaucoup de gens parlent de la trésorerie d'Eneo, mais c'est la trésorerie du secteur parce que Eneo se charge tout simplement de collecter et Eneo redistribue à l'ensemble des acteurs qui sont en amont, notamment les producteurs indépendants et Sonatrach. En clair, Eneo est obligé de donner des pénalités. Oui, Eneo, il est prévu lorsque un consommateur ne respecte pas les délais de paiement, il est prévu des pénalités et le règlement des services prévoit effectivement cette disposition que le client puisse payer des pénalités. Mais je précise encore une fois de plus, lorsque le client est dans l'incapacité
effectivement d'assurer le paiement. Il y a toujours un dispositif au niveau des NEO, des moratoires, pour alléger la facture au niveau des différents consommateurs. Alors, on a beaucoup parlé des NEO ce soir, mais je voudrais quand même que nous parlions également des clients eux-mêmes. Des clients eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont exempts de tout reproche? Lorsque nous préparions cette émission, vous nous disiez par exemple qu'il n'y a que la moitié des clients des NEO qui payent effectivement à la caisse. Vous parlez également des branchements directs sur la fameuse question de son loulou, hein, c'est comme ça qu'on le dit dans les quartiers, c'est-à-dire il y a un consommateur qui s'érige en distributeur d'électricité et qui perçoit de l'argent. Est-ce que Arcel veille également sur le fait qu'Eneo puisse rentrer dans ses frais par rapport à toutes les consommations qui sont faites? Arcel a pour rôle, effectivement, nous assurer un rôle de régulateur, c'est-à-dire que nous sommes chargés de promouvoir un développement harmonieux des activités mises en place par Eneo. Et donc, ces consommateurs qui consomment l'énergie sans payer créent un impact très négatif sur le financement du secteur. Vous vous rendez compte qu'en moyenne tension, c'est à peine 68%, c'est-à-dire le rendement de distribution est de 68%, c'est-à-dire 32% de l'énergie produite, transportée, n'est pas facturée. Et ça, c'est un gros problème. Et ça fait qu'il n'y a que à peu près le 70% des clients de moyenne tension qui payent. Et si on descend même au niveau de la basse tension, cette proportion est encore beaucoup plus faible, c'est-à-dire que nous avons à peine 50% des clients de basse tension qui payent. Et ça fait que c'est une minorité des clients qui payent et ça pèse sur l'ensemble du secteur. La trésorerie du secteur se retrouve affectée et notre rôle, effectivement, est d'encourager Eneo à lutter contre la fraude. Et nous allons également, pour éviter des dérives, encadrer ce processus-là. Nous sommes en train de travailler avec le ministère, le MINE, Eneo et Arcel pour que ces opérations de lutte contre la fraude se déroulent dans un cadre approprié. Est-ce que la solution ne viendrait pas également de la promotion des comptes prépayés qu'on a commencé à installer l'année dernière? En 2019, on en a installé 20 000. Cette année, on prévoit d'en installer 60 000. Est-ce que ce ne serait pas une solution? Oui, les compteurs prépayés permettent effectivement d'optimiser le coût de relève. Mais lorsqu'un client fraude, c'est-à-dire ça ne passe pas par le compteur, même si c'est un compteur prépayé, on ne constate pas sa consommation. C'est ça le problème. Donc, il s'agit effectivement de développer tous les instruments technologiques de contrôle pour que les clients puissent vraiment payer la consommation. Payer le juste prix. Est-ce qu'on peut à la fin dire qu'à certains moments, on comprend que des opérations de lutte contre la fraude soient multipliées pour qu'on fasse tout pour que les 30% qui se perdent au quotidien puissent revenir à la caisse? C'est même une question de survie du secteur. Le bilan financier du secteur voudrait que l'ensemble des clients d'Eneo payent leurs factures. C'est ça qui permet de rémunérer tous les autres opérateurs en amont. Donc, ces opérations, nous comptons, avec un encadrement approprié, ça il faut le dire, nous comptons effectivement avec le MINE et Eneo renforcer cet aspect pour que l'équilibre financier du secteur soit rétabli. Alors, juste pour finir, Monsieur le Directeur Général, le téléspectateur qui nous écoute ce soir, est-ce qu'il peut avoir la garantie qu'il ne recevra plus de factures estimatives et que désormais, on va recommencer à le prélever à l'index? Il y a eu effectivement, après notre correspondance adressée à Eneo, qui a été réaffirmée par celle du MINE, Eneo a effectivement arrêté cette opération d'estimation des index. Et je pense qu'il n'y aura plus une seule facture qui sera estimée. Et on parle de 90 000 abonnés par an à Eneo. Et on dit qu'on va relever chaque année 90 000 nouvelles relèves chaque jour, chaque mois. Vous pouvez imaginer ce que ça implique comme logistique
comme mobilisation du personnel. Donc il faudra faire simple. Donc, à un moment, on ne peut pas continuer à procéder au relèvement physique. Il va falloir aller vers des technologies avancées, notamment les compteurs intelligents, les prépaiements et même l'implication. Ça, c'est également un aspect important du client lui-même qui peut communiquer. Voilà, la relève confiance. Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler d'autre chose, pour parler de santé, pour parler du Covid-19. On observe de plus en plus un relâchement des gestes barrières. Pourquoi? On le saura en écoutant ce reportage de Elvire Inangadlim. C'est un zooming dans cette édition de Scène de Presse. Pour les besoins de la cause, c'est un geste qui faisait déjà partie des habitudes des populations. Mais aujourd'hui, force est de constater que le lavage des mains, comme d'autres gestes barrières, n'est plus la chose du monde la plus commune dans nos cités. La ville de Yaoundé illustre cet état des choses avec des habitants qui désormais semblent ignorer cette prescription de l'OMS et du gouvernement. Dans ce magasin de la place, ce gel hydroalcoolique subit l'ignorance des clients. Pour eux, la pandémie semble déjà être un lointain souvenir. Le relâchement inquiète, un contrôle systématique s'impose. Nous essayons de leur imprégner le fait que c'est quelque chose de réel. C'est pour ça que, comme vous l'avez constaté, certains entrent sans vouloir nettoyer leurs mains. Mais nous avons un dispositif qui fait en sorte que chaque fois que le client entre, nous l'amenons assez gentiment à se nettoyer les mains avec le gel. Chaque client qui entre ici a l'obligation gentille de se nettoyer la main avant d'entrer dans le magasin. Si le parfum d'insouciance flotte chez certains, quelques-uns comme Richard restent sur leur garde. Pour lui, le lavage des mains ou leur désinfection doit devenir un réflexe. Moi, je n'ai jamais relâché. Ça a un caractère obligatoire aujourd'hui. C'est une mesure barrière contre la Covid-19. Il faudra s'y faire. Le lavage des mains restera obligatoire dans toutes les surfaces jusqu'à l'éradication totale du Covid-19. Sur le plateau de Scène de Presse avec moi, deux dames, le professeur Elisabeth Carniel, qui est le directeur général du Centre Pasteur de Yaoundé, qui est également membre du Conseil scientifique de lutte contre le Covid-19. Bonsoir professeur et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir. À ma gauche, Marie-Noëlle Guichy, qui est journaliste. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Scène de Presse. C'était pas gagné d'avance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, c'est un plaisir partagé. Alors professeur, vous venez d'écouter cet élément qui nous parle de relâchement dans l'observance des gestes barrières. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire? Le commentaire est que la meilleure protection contre le virus, ce sont les gestes barrières, justement. En priorité, le masque. Et c'est vrai que quand on se promène dans les rues de Yaoundé, on ne voit pas beaucoup de personnes qui portent un masque. Ou si elles le portent, c'est souvent au niveau du menton, ce qui n'est pas très efficace contre le risque d'inhaler le virus, effectivement. Quant au lavage des mains, il a diminué également de façon assez conséquente. Ce qui est très dommage parce que ce sont des gestes simples et avec ces simples gestes, on pourrait prévenir la grande majorité des cas. Alors, professeur, nous allons parler maintenant de l'immunité. Peut-on savoir aujourd'hui si le fait d'avoir contracté le Covid protège contre une infection ultérieure? Actuellement, il est très difficile, voire impossible de répondre à cette question. Ce qu'on sait qui a été prouvé scientifiquement, c'est dans le modèle des singes macaques. Il y a eu au moins 2 études où des singes ont été infectés, ils ont développé la maladie, et ensuite, plus tard, 1 mois plus tard, ils ont été à nouveau infectés. Et ces singes-là n'ont plus développé la maladie. Ils ont été protégés. Mais c'était 1 mois plus tard. Pour l'instant. Donc, savoir si l'homme est sur un temps plus long serait protégé, pour l'instant, nous n'avons aucune base scientifique qui permet de le dire, donc nous ne savons pas.
Mais pourquoi justement on ne peut pas le savoir, professeur? Pourquoi on ne peut pas savoir si on peut être immunisé ou pas et pendant combien de temps? Pourtant, il y a justement cette étude qui a été menée. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que la Covid-19 est une maladie très récente. Elle est arrivée en Chine fin 2019. Elle est arrivée dans les autres pays en début 2020. En Afrique, fin février, début mars. Au Cameroun, en mars, début mars. Donc, pour l'instant, nous n'avons que 4 mois, 5 mois de recul, ce qui est très peu pour prévoir ce qui pourrait se passer sur du plus long terme. Néanmoins, on peut quand même penser qu'il y aurait une certaine immunité, mais c'est très difficile à prouver. Parce qu'une façon de le prouver, c'est de voir, ou qu'il n'y a pas d'immunité plutôt, c'est de voir des gens qui ont été infectés et qui se réinfectent. Alors pour l'instant, on n'a pas ce genre d'argument dans la littérature scientifique. Il y a eu, supposé en Chine, en Corée, 1 ou 2 personnes qui se seraient réinfectées. En fait, il s'est avéré que c'était faux et que c'était des personnes qui avaient encore le virus dans leur corps et donc qui l'ont gardé un certain temps. On a cru que c'était une nouvelle infection et en fait c'était la persistance d'une ancienne infection. Et justement, je voudrais qu'on s'arrête là, professeur, pour que vous nous disiez concrètement, lorsqu'on a contracté ce virus, on le garde pendant combien de temps? On guérit après combien de temps? 2 semaines, 28 jours? Que dit le conseil scientifique? Ou ça dépend des organismes? Ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Ça doit dépendre d'un certain nombre de facteurs chez chaque personne. Donc, certaines vont avoir éliminé le virus au bout de 10 jours. D'autres, on a là des preuves même au Cameroun, peuvent le garder jusqu'à 75 jours. Donc, 75 jours, c'est plus de 2 mois. Donc, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et pendant ces 75 jours, elles sont toujours contagieuses, ces personnes-là? Elles peuvent l'être. Tout dépend en fait le degré de charge virale qu'elles ont au niveau de leur nasopharynx et tout dépend aussi si elles toussent, ce qui répand beaucoup plus facilement le virus. On peut penser qu'une fois asymptomatiques, elles continuent à héberger le virus. Elles ne toussent plus, donc elles transmettent un peu moins, mais potentiellement, oui, tant qu'une personne héberge le virus, on considère qu'elle pourrait être contagieuse. Alors, je voudrais que nous revenions sur cette étude récente qui a été menée. Ex-sujet que cette protection ne serait que de courte durée, cette suggestion contre le Covid. Quand on dit de courte durée, c'est quoi? C'est 2 semaines, c'est 1 jour, c'est 1 mois, c'est 3 mois, c'est 1 an? C'est quoi finalement? Alors, si vous me permettez, très brièvement, je vais rappeler l'immunité, ce que c'est. En fait, l'immunité, quand quelqu'un est exposé à un virus, à une bactérie ou à un parasite, l'organisme va commencer à mettre en place une défense immunitaire. Elle va voir le virus, elle va le reconnaître, et là, elle va développer 2 types de défense. Une défense qu'on appelle sérologique anticorps. Ce sont des cellules B qui vont libérer des petites molécules, les anticorps, qui ont la forme d'un Y, qui partent dans le sang. Et elles sont spécifiques du virus. Donc quand elles rencontrent le virus, elles se fixent dessus, elles le neutralisent. Et il y a une deuxième réponse qui est une réponse cellulaire. Et là, ce sont des cellules qui vont migrer et qui vont attaquer le virus quand elles le voient. Ce sont 2 modes de réponse qui souvent ont lieu en même temps, avec plus de l'une ou plus de l'autre en fonction des maladies et des personnes. Donc l'étude dont vous parlez, je reviens, c'est une étude qui a mesuré le taux d'anticorps dans le sang d'un certain nombre de patients atteints de Covid. Et ce que cette étude a montré, qu'on savait déjà, c'est que les anticorps apparaissent vers 7-10 jours. Et après, en suivant, ils ont vu qu'il y avait un pic à 3 semaines et qu'après 3 semaines, les anticorps baissaient jusqu'à disparaître. Et au bout de 2-3 mois, les anticorps avaient disparu. Et donc on peut être réinfecté. Alors, justement, là, on n'en est pas sûr. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que qui que ce soit se soit réinfecté. Mais les anticorps sont un bras de la réponse, mais on a l'autre bras qui est la réponse cellulaire. Et la réponse cellulaire peut protéger plus longtemps.
Par exemple, les hépatites A, hépatite B, ce sont des maladies où on est protégé à vie, mais quand on cherche dans le sang, on n'a pas toujours d'anticorps. Les anticorps peuvent avoir disparu alors qu'on est tout le temps encore protégé et toute sa vie. Donc la mesure des anticorps n'est pas toujours suffisante pour indiquer qu'un malade est protégé ou ne l'est pas. Et si on prend une autre maladie qui est le MERS, qui est Middle East Respiratory Syndrome, qui a causé des infections aiguës sévères au Moyen-Orient, qui est due aussi à un coronavirus. Ce n'est pas le même que celui qui cause la Covid-19, c'en est un autre, mais c'est la même famille. Là, on sait que les anticorps disparaissent, mais que 4 ans après, il y avait encore une protection qui était conférée par l'immunité cellulaire. Donc aujourd'hui, on a mesuré l'immunité anticorps dans cet article dont vous parliez, mais on sait qu'il y a aussi une réponse cellulaire qui se met en place pour la Covid-19. On ne sait pas combien de temps. Comme on n'a que 4-5 mois de recul, on ne peut pas dire actuellement si ça va durer 1 an ou 2 ans ou plus, puisque la maladie a débuté il y a très peu de temps. Du coup, Marie, dans la vidéo, vous posez des questions sur la vaccination. Bon, avant la vaccination, j'aimerais comprendre. Au Cameroun, on a un nombre élevé de personnes guéries. Et du coup, on se demande, est-ce que c'est leur système immunitaire qui est robuste ou alors c'est la qualité de la thérapie qui est appliquée? Je dirais qu'il y a certainement dans cette guérison les deux. La thérapie a pu aider, mais naturellement, on sait que même sans traitement, suivant les endroits, on a jusqu'à 90-95% de guérison, même sans traitement spécifique. On peut aider le malade qui est par exemple en détresse respiratoire aiguë à le faire respirer en lui donnant de l'oxygène, ce qui peut aider à survivre. Mais même sans ça, il y a dans plus de 85% des formes qui sont mineures. Ça n'est pas un virus qui tue très fort comme Ebola ou d'autres virus. Et donc on a naturellement l'immunité innée qui par elle-même déjà arrive dans la majorité, grande majorité des cas, à bien contrôler l'infection. Voilà, pour parler du vaccin, est-ce qu'il y a la perspective des vaccins dans un futur proche là? Alors des vaccins, il y en a, oui, il y en a beaucoup qui sont en préparation, en test. Après les vaccins, vous savez, il y a des maladies, prenons le paludisme. Le paludisme est une maladie que vous connaissez bien, que nous connaissons tous en Afrique, en Asie, qui ne réussit pas à induire une immunité chez la personne qui a été infectée. Et elle n'est pas protégée parce qu'elle a eu une fois le paludisme, elle va en refaire probablement d'autres. Et il n'y a pas de vaccin. Le VIH, qui est un virus, nous n'avons toujours pas de vaccin contre le virus du VIH. Par contre, nous avons des vaccins extrêmement efficaces et bons contre, je parlais hépatite A, hépatite B, fièvre jaune, qui, après vaccination, on est protégé toute sa vie. Donc une protection de très longue durée. Donc il y a des maladies pour lesquelles ça marche très bien, d'autres pour lesquelles ça marche moins bien ou pas du tout. Pour la Covid-19, on ne sait pas encore. Ces vaccins sont en cours d'évaluation. Moi, j'ai quand même bon espoir qu'on ait un vaccin qui marche. Après, il faudrait qu'on ait le vaccin idéal, ce serait quoi? Ce serait un vaccin qui serait à faible coût, abordable pour tous, disponible en très grande quantité, qui ne nécessite pas de longues des immunisations à répétition et qui conférerait une immunité de longue durée. Ça, c'est le vaccin idéal, mais je crois que là, on peut rêver. Alors, on présente généralement le Covid comme une forme de grippe. Est-ce qu'on peut penser que, comme avec les autres grippes, il faudra par exemple se faire vacciner tous les 12 mois, chaque année, pour avoir une protection d'une certaine durée? Peut-être, mais là encore, pour l'instant, nous n'avons aucun vaccin disponible, donc on n'a aucune idée. Où en est-on avec les recherches, professeur? Sur les vaccins? Sur les vaccins. Donc il y a plusieurs, il y en a même beaucoup, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais presque une centaine de vaccins en préparation dans le monde. Après, ils sont tous différents. Un vaccin, si on vient sur le vaccin, qu'est-ce que c'est un vaccin en fait? Un vaccin, c'est qu'on va injecter à la personne quelque chose qui ressemble
à l'agent pathogène, mais sans être pathogène. Donc ça peut être une forme inactivée, ça peut être un morceau seulement, pour que l'organisme le reconnaisse, produise donc une réponse immunitaire contre cet artefact, ce semblant d'agent, et ensuite quand cet agent entre dans l'organisme est prêt et répond tout de suite. Mais il y a même une controverse autour de ce vaccin. Il y a des spécialistes qui pensent que ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien, le vaccin, puisque ce n'est pas une maladie immunisante. Mais là, pareil, est-ce qu'elle n'est pas immunisante, cette maladie? Elle est peut-être tout à fait immunisante. On ne sait pour l'instant pas, justement. Il y a une immunité anticorps qui n'est pas de très longue durée, mais qui semblerait exister. Il y a une immunité cellulaire peut-être. Les singes macaques ont été protégés. 1 mois, c'est pas beaucoup, mais ont été protégés. Donc, je crois qu'il y a une certaine immunité, meilleure qu'avec le paludisme ou le VIH. Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'avec l'hépatite? On ne sait pas. Mais dire que le vaccin ne marchera pas, moi, je dirais qu'il marchera peut-être plus ou moins bien. Mais il devrait marcher quand même à minima. Mais on voudrait un vaccin qui marche très très bien, bien sûr. Oui, vous avez évoqué tantôt une centaine de recherches. Est-ce qu'on peut voir l'Afrique au cœur de cette recherche, puisqu'on s'est rendu compte que la plupart des guéris, c'est quand même en Afrique? Or, jusqu'ici, dans les recherches sur le vaccin, l'Afrique a toujours été le parent pauvre. Ça se fait ailleurs et puis on vient appliquer en Afrique. Voilà, donc à ce niveau-là, encore, les vaccins sont essentiellement en dehors d'Afrique, malheureusement. Mais c'est comme ça parce que il n'y a pas de vrai, je pense, important centre vaccinal. C'est très très lourd et c'est très très cher de produire un vaccin. Et donc, ça n'est pas à la portée de la plupart des pays africains. Mais si le vaccin vient en Afrique, dès qu'il est produit, à la limite, peu nous importe où il est produit. L'important avant tout serait qu'on dispose d'un vaccin fiable avec toutes les caractéristiques dont j'ai parlé. Ça, c'est moins sûr. Peut-être que les chercheurs africains éprouveraient une certaine fierté à participer à cette recherche. Bien évidemment, oui, oui. Et il n'y a pas de raison. Il y a des chercheurs africains qui travaillent dans des centres à l'étranger. Ce serait bien qu'on ait un centre vaccinal de pointe en Afrique, c'est certain. En attendant le vaccin, professeur, que se passe-t-il s'il y a une deuxième vague de Covid-19? Alors, s'il y a une deuxième vague, oui, on revient toujours à la première question. C'est le temps de l'immunité, si elle est efficace, et combien de temps elle va durer. Imaginons que nous avons une vague maintenant et une autre, la Covid-19 qui revient dans 2 ans. Si notre immunité n'est que de 6 mois, eh bien dans 2 ans, nous aurons perdu notre immunité. Si par contre notre immunité est de 3 ans, 4 ans, quand la deuxième vague arrive, nous serons encore immunisés, nous individuellement, et puis il y a l'immunité collective. C'est-à-dire que si une portion importante de la population est vaccinée, le virus se transmet beaucoup moins bien et donc il sera moins efficace. Dans ce cas-là, on aura un second pic qui sera beaucoup plus mineur parce qu'il y aura déjà beaucoup de personnes qui seront immunisées et protégées et que le virus se transmettra moins à celles qui ne le sont pas. Mais de toute façon, indépendamment du côté médical, cet événement qui est arrivé, qui a frappé le monde entier, nous a permis, nous au Cameroun en tout cas, au niveau du ministère de la Santé, de se préparer, d'être mieux préparés. Donc il y a maintenant une expérience qui a été acquise, il y a eu des tas d'équipements, que ce soit de laboratoires, hospitaliers, qui ont également été acquis, des locaux qui ont été préparés, et toute cette expérience fait que si une deuxième vague devait se produire, avec toute l'expérience acquise aujourd'hui, il y aurait moyen déjà d'agir beaucoup mieux demain. Et si en plus on avait des nouvelles thérapeutiques encore plus efficaces et un vaccin, alors là, ce serait encore mieux. Professeur, je voudrais que vous vous arrêtiez sur cette question d'immunité collective. Après vous avoir écouté tout le développement que vous avez fait, on a envie de se demander si cette immunité collective est possible, est-ce qu'elle est efficace? Alors, si elle est possible... Est-ce qu'elle reste même d'actualité après vous avoir écouté? Oui, elle pourrait. Là, pareil, comme je vous dis,
nous sommes surtout avec des points d'interrogation. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de réponses. Mais disons que si une proportion importante de la population est immunisée, donc si moi, là, je suis malade, mais que vous êtes toutes les deux immunisées, je ne vais pas pouvoir vous transmettre et vous n'allez pas transmettre. C'est ça qu'on appelle l'immunité collective. Encore faudrait-il que nous soyons effectivement immunisés. Voilà, et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette affaire de coronavirus est une conspiration pour faire passer un vaccin, pour vacciner les Africains? Alors, d'abord, les premiers qui vont demander le vaccin, il y aura tout le monde entier. Ce ne sera pas que l'Afrique. Hein. Je veux dire, l'Europe, les États-Unis actuellement, où est développé un des vaccins qui serait un des plus avancés, semble-t-il, seraient les premiers demandeurs. Moi, ma crainte, ce serait plutôt le contraire. Ce serait que ce vaccin soit en priorité réservé aux pays qui l'ont fabriqué ou qui ont plus de moyens pour le payer et que ça n'arrive que plus tardivement en Afrique. Mais malgré tout, soyons conscients, l'Afrique, au niveau de la Covid-19, c'est extraordinaire. Parce que comparé à l'épidémie qu'il y a eu en Europe, qu'il y a toujours, mais la vague épidémique qu'il y a eu en Europe, à celle qu'on observe aux États-Unis, en Amérique latine, au Brésil et partout, l'Afrique à côté, on a une chance énorme. On n'est pas complètement épargné, mais actuellement encore, et depuis le début, on a été infecté en même temps que l'Amérique latine, par exemple, et on a un nombre de cas tellement inférieur, un nombre de décès tellement inférieur. Comment vous expliquez cela, professeur? Alors, il n'y a que des hypothèses, hein, là encore. Toujours pareil, je suis une scientifique. On nous avait annoncé une hécatombe en Afrique, elle n'est jamais arrivée. Exactement. Alors, ça n'est jamais arrivé. Restons prudents. On ne l'a pas vu enfin, jusqu'à présent. Elle n'est pas encore arrivée. Ça ne veut pas dire non plus pas encore. Ça veut dire qu'elle peut arriver. Si peut-être qu'elle n'arrivera pas du tout. Okay. Disons qu'on ne l'a pas encore vue jusqu'à présent. On n'a que des hypothèses. Alors, une hypothèse qui certainement joue un rôle, c'est la jeunesse de la population. Parce que les personnes jeunes sont moins affectables et font des formes mineures. Donc elles ne toussent pas. Et comme elles ne toussent pas, elles transmettent moins bien. Et la jeunesse est très importante en Afrique, beaucoup plus qu'aux États-Unis, en Europe ou dans ces pays. Une deuxième raison potentielle serait que comme il y a énormément d'agents infectieux qui circulent en Afrique, les gens en permanence sont exposés à ces agents infectieux et de ce fait, ils ont une immunité naturelle qui n'est pas spécifique à la Covid, mais qui est une immunité naturelle contre beaucoup de choses qui les immunise aussi, qui les protège un petit peu contre la Covid-19 pour faire des formes mineures ou des formes très modérées. Une autre hypothèse également qui a été émise, ça serait la température. Et on voit beaucoup, les cas les plus nombreux en Afrique sont où? Dans le nord, l'Afrique du Nord, le Maghreb, ou en Afrique du Sud, tout en bas. Et l'Afrique du Sud, à elle seule, comptabilise presque la moitié des cas d'Afrique. Donc si on retirait en plus l'Afrique du Sud, on verrait qu'en Afrique subsaharienne, le taux d'infection et le taux de décès est très bas. Donc du coup, vous n'évoquez pas la pharmacopée traditionnelle parce que beaucoup pensent aussi que ça aurait joué un rôle dans la prévention et même le traitement. Peut-être. Et là encore, nous n'avons aucune base scientifique, malheureusement, et c'est toujours le problème, qui le prouve. Il est possible que dans la pharmacopée traditionnelle, il y ait certains produits qui ont un effet préventif ou curatif. C'est possible. Malheureusement, là encore, on ne dispose pas suffisamment testé. Voilà. Mais on sait quand même que le Conseil scientifique a mis sur pied un protocole qui permet de vérifier la qualité de ces produits qui sont mis sur le marché. Professeur, je voudrais peut-être, avant que vous ne partiez, que nous parlions des tests. Vous êtes directeur général du Centre Pasteur de Yaoundé. On entend beaucoup parler de vrais, faux tests. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Comment un test? J'ai en mémoire la scène qui s'est produite quelque part, quelqu'un qui a été testé à 10 heures, qui est testé positif, qui est testé 1 heure après, il est testé négatif, et puis finalement il demande de faire un troisième test. Finalement,
on ne sait pas. Quel est le problème? Est-ce qu'on peut se fier à ces tests, qu'il s'agisse des tests rapides ou des autres? Alors, juste déjà pour dire, les tests, il y a 3 types de tests actuellement disponibles au Cameroun et dans le monde. Il y a les tests moléculaires, qui sont à partir d'un écouvillonnage nasopharyngé et qui amplifient le génome du virus. C'est un test qui prend plusieurs heures, qui doit être fait dans des laboratoires spécialisés, comme au Centre Pasteur. Mais maintenant, nous avons décentralisé ce test moléculaire. Il est disponible dans 15 laboratoires et dans 9 des régions du Cameroun, où ce test moléculaire peut être fait. C'est le plus fiable, mais plus long et un peu plus compliqué. Et puis, il y a 2 types de tests rapides qu'il faut vraiment différencier. Il y a le test rapide antigène et le test rapide anticorps. Le test rapide anticorps, je parlais des anticorps, ils n'apparaissent dans le sang qu'au bout de 7-10 jours même. Donc, ce n'est pas du tout un bon test diagnostique. Parce que si vous êtes infecté maintenant, le test va être négatif. Il faudra attendre 10 jours pour qu'il se positive. Donc, c'est un test qui n'a un intérêt que pour voir si vous avez été infecté dans les mois précédents. Mais c'est tout. Et il y a le test antigène, TDR, qui a l'avantage d'être fait très vite. Et ça, c'est cet avantage. Par contre, il est peu sensible. On a vu que sur 100 tests positifs en PCR, il n'y en aura que 60 qui seront positifs en test rapide. C'est-à-dire qu'il y a 30% des gens qui, on va leur dire, vous êtes négative après avoir fait le test rapide, alors qu'ils seront positifs. Donc ça manque de sensibilité, mais ça a l'avantage d'être fait rapidement. Et donc... c'est pas encourageant, ça? C'est encourageant en ce sens que s'il est positif, c'est que vous êtes vraiment infecté. Au moins, vous le savez. Par contre, quand il est négatif, eh bien, alors justement, nous avons mis en place au niveau du centre du conseil scientifique, là également des recommandations. Donc, s'il est négatif et que vous avez des signes cliniques vraiment suspects, il faut faire le test. Alors justement, la question que je voudrais vous poser, professeur, c'est celle de savoir combien de fois il faut faire les tests. Dans quelle fréquence? Est-ce qu'il faut faire un test, je ne sais pas moi, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois? Quand est-ce qu'il faut faire le test? Moi, je dirais qu'on ait des symptômes ou pas? Oui. Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas le faire trop fréquemment. Et de toute façon, vous pouvez être négative aujourd'hui et demain, vous allez dans la rue et vous vous infectez. Et demain, vous serez positive, enfin 3-4 jours après, le temps que... Donc, si vous voulez savoir, il faudrait le faire tous les jours, ce qui n'est pas possible. Et puis, c'est désagréable, un écouvillon nasopharyngé. Absolument désagréable. Absolument. Justement, sur la manière dont le test est pratiqué, on se demande si, juste en éternuant, on peut contaminer. Pourquoi ne prélève-t-on pas la salive lorsqu'on va faire le test, au lieu d'enfoncer un outil qui va jusqu'à l'oreille? Oui, enfin, quand même pas jusqu'à l'oreille. Non, mais oui, on fait aussi des prélèvements dans la gorge. Bon, c'est au fond de la gorge, c'est pas très agréable non plus, mais on peut le faire dans la gorge. Mais il a été montré scientifiquement que la quantité de virus au niveau du nasopharynx était supérieure à celle de la gorge. Et donc, si on veut le détecter quand vous en avez encore pas trop, on le détectera mieux à partir de l'écouvillon nasopharyngé. Alors, professeur, il y a une vive polémique sur des kits précontaminés. Est-ce que vous avez eu vent de cela, des tests qui avaient déjà le virus? Alors, je peux vous dire que nous, au Centre Pasteur, nous sommes ceux qui validons les tests au fur et à mesure qu'ils arrivent, les tests PCR. Et je peux vous garantir qu'aucun test n'était précontaminé. Nous avons des contrôles positifs, négatifs, systématiquement qui doivent être mis. Et je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu le moindre test PCR contaminé. Alors, je voudrais que vous reveniez sur la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Les tests, dans quelle fréquence? Alors, à quelle fréquence? Moi, je dirais, si vous n'avez aucun symptôme et que vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un de positif, ne le faites pas trop souvent, tous les mois, 2 mois, et encore. Est-ce qu'il y en a en quantité?
Si on voulait le faire tous les 2 mois, est-ce qu'il y en a suffisamment pour toute la population camerounaise? Pour les tests rapides, il y a eu déjà 200 000 tests qui sont en train d'être utilisés. Le ministre de la Santé en a reçu encore 200 000 la semaine dernière. Il a annoncé qu'on devrait en recevoir 300 à 500 000 d'ici 1 à 2 semaines. Vous parlez là des milliers, on est quand même plus de 20 millions de Camerounais. Oui, alors là encore, la recommandation du ministre de la Santé est de dire n'hésitez pas, faites les tests chaque fois que vous avez le moindre doute. Ça ne veut pas dire, je vous dis, le faire tous les jours. Si vous avez le moindre doute que vous avez pu vous infecter ou des symptômes qui sont évocateurs, c'est le message du ministre, c'est faites-vous dépister. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler des bons points de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Son Excellence Hans-Peter Schadek, le chef de la délégation de l'Union européenne, est arrivé en fin de séjour au Cameroun après 3 ans donc passés dans notre pays. Quel est le bilan qu'il fait de ce séjour au Cameroun? Nous l'écoutons en focus dans cette édition de Scène de Presse. À tout de suite. C'était 3 années très remplies. Évidemment, nous sommes actifs dans beaucoup de domaines. Donc, je citerai d'abord le domaine politique. Nous sommes en dialogue avec le gouvernement sur toute une série de questions et problématiques, y compris des questions sous-régionales. Vous savez qu'autour du lac Tchad, il y a des menaces terroristes, il y a la crise en Côte d'Ivoire, il y a aussi au Cameroun la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc ce sont des sujets sur lesquels on échange ouvertement et constructivement. Il y a aussi également des sujets de convergence qui sont importants, notamment le multilatéralisme, la lutte contre le terrorisme, des questions commerciales, etc. Donc sur cela aussi nous sommes en partenariat et en discussion et c'est une relation très ouverte et très constructive sur ces questions. C'est une vie politique qui est vivante et nous avons vu des cycles d'élections. Je crois que c'est toujours important de promouvoir des processus électoraux ouverts, transparents et dans la légalité des chances. Et nous comptons sur cela aussi à l'avenir. Le Cameroun est maître de son destin. C'est un pays riche en ressources humaines, en ressources naturelles, avec une position géographique pivot dans la sous-région. Donc je crois qu'il y a tous les atouts pour mettre cela en valeur. Et je crois que l'Union européenne est disponible pour accompagner des mouvements dans la direction du développement humain, dans la direction du développement économique, des échanges commerciaux, mais aussi de la gouvernance et de la promotion de la démocratie. Je crois que ce sont nos valeurs fondamentales aussi que nous promouvons. Mais comme je le disais, le Cameroun décide lui-même de son destin. Alors, le coronavirus, c'est au Cameroun depuis mars 2020. Le 5 mars. Le 5 mars 2020. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'il s'est essoufflé? Est-ce que c'est toujours la même virulence depuis le mois de mars? C'est au professeur qu'on pose la question. Est-ce qu'on constate quand même que ce n'est plus la peur surtout du côté des populations, la psychose est un peu tombée. Est-ce que le virus a perdu de sa virulence ou alors c'est juste une négligence de la part des populations qu'on pourrait dénoncer par ailleurs? Oui. Pour l'instant, on n'a aucune indication que le virus aurait perdu de sa virulence. On
on a noté, des séquençages ont été faits de très nombreux virus isolés de différentes régions qui montrent certaines mutations. Comme ça se fait toujours avec les virus mutent. Mais de là à dire ou augmentation ou diminution de virulence, pour l'instant, non. Il n'y a rien qui irait dans ce sens. Par contre, ce qu'on voit ici au Cameroun, c'est que de nos jours, les malades avant arrivaient à des stades très avancés de maladie à l'hôpital. Les hôpitaux, comme celui de l'hôpital central de Yaoundé, étaient débordés, n'avaient plus assez de lits. Maintenant, les malades sont diagnostiqués très tôt et sont pris en charge très tôt. Et ça fait qu'on voit maintenant beaucoup moins de formes graves et on voit également les lits d'hospitalisation maintenant qui sont disponibles un peu partout parce qu'il y a une prise en charge plus précoce des malades. Bon, parlons maintenant de la gestion des morts du Covid. On s'est rendu compte que la mémoire de ces morts est presque banalisée parce qu'on a tellement peur de ce virus et on se demande est-ce que ce virus est tellement virulent qu'il survit au patient hôte, c'est-à-dire le patient décède, lui continue de vivre. Et s'il vit encore, il vit pendant combien de temps? Alors, les virus en général, et le virus de la Covid-19 aussi, a besoin de cellules vivantes pour pouvoir se multiplier. Donc déjà, chez une personne morte, le virus ne peut plus se multiplier. Par contre, si on a du virus en toussant, la personne avant de mourir a toussé par exemple, et on a mis sur lui, là, ses vêtements, ça dépend du type de vêtements, du type de l'humidité ambiante, de la chaleur ambiante, donc on n'a pas de chiffre précis, mais le virus peut survivre un certain temps. Il va finir par s'éliminer, être détruit. Donc, si d'emblée, les corps sont emballés dans une housse hermétique ou mis dans un cercueil qui est fermé ou avec une vitre, il n'y a aucun risque de contagion. Alors, il n'y a plus nécessité d'enterrer ces morts de Covid après, je sais pas moi, 5 heures, 10 heures, 24 heures, 48 heures. Est-ce qu'on peut les garder plus longtemps pour ne plus heurter nos us et coutumes, par exemple? Est-ce qu'on peut envisager cela? La recommandation du conseil scientifique était 48 heures. Mais, et c'est la recommandation. Maintenant, dans un cercueil hermétiquement fermé, il est clair que, même avec une vitre ou autre, qu'il n'y a pas de risque d'infection. Une question. Une dernière. Oui, juste une dernière. Alors, selon vous, c'est quoi l'après-Covid? C'est quand? Les chercheurs se seront accordés sur une thérapie universelle, lorsqu'on aura trouvé un vaccin, ou alors lorsqu'il n'y aura pas de nouveaux cas, lorsque la population aura dit c'est pas un virus aussi virulent que ça, alors on vit avec le virus. C'est quoi la fin? Là encore, c'est l'avenir qui nous le dira. Je peux faire que des hypothèses. Et une hypothèse pourrait être que, justement, en Afrique, il y en a beaucoup moins. Comme la grippe. La grippe, dans les pays européens, il y a un pic l'hiver et ça disparaît complètement l'été. Au Cameroun, il y a de la grippe. Mais il n'y en a pas un pic comme on voit dans les pays européens. Une petite augmentée vers novembre-décembre, mais il y en a un petit peu et à bas bruit toute l'année. Donc là, une possibilité, c'est que pour la Covid-19, ça se passe comme pour la grippe, c'est-à-dire à bas bruit toute l'année. S'il y a une immunité qui se met en place, progressivement, ça va représenter que quelques cas peu nombreux. Elle disparaîtra, cette maladie, le jour où il n'y aura plus de cas dans le monde, parce qu'après, avec les importations, on a vu, ça nous est arrivé de l'extérieur. Donc, s'il n'y a plus de cas à l'extérieur et plus de cas au Cameroun, elle aura disparu. Est-ce que ça sera possible et dans combien de temps? Là encore, c'est l'avenir qui nous le dira. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse, ce sera le dernier arrêt, je vous le promets. Nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos panélistes, bonsoir à tous.
En grande tribune, le quotidien national bilingue précise les contours de la mise en œuvre du Code général de la décentralisation avec l'éclairage du gouvernement. 6 mois après la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le ministre de la décentralisation revient sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur son application, rappelle aussi des préalables pour les communes pour l'exploitation des ressources minières locales. Pages 4 et 5. Cameroon Tribune, the news of this morning on Cameroon Tribune newspaper. Cameroon, Equatorial Guinea, Malabo hosts consultation meeting after Yaoundé on June 29, 30, 2020. Defense and security officials of the two countries, on instructions of the head of state, will be meeting in Malabo today and tomorrow to consultation and especially science cooperation agreement. Minister Joseph Betty Assomo is leading the Cameroonian delegation. Read more on page 3. Intégration nous plonge dans le contexte actuel à la frontière Cameroun-Gabon, Guinée équatoriale. La prison des hommes libres. Covid-19 oblige, partir d'un pays à l'autre est devenu l'expression d'une défiance à l'égard d'un environnement proche de la réclusion. Le journal de Thierry Ndon l'explique le phénomène donc en page 5. L'économie report, Covid-19, rouverture des frontières sous conditions. Les préalables étaient à l'ordre du jour de la réunion du comité interministériel sur l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale contre la crise sanitaire le 16 juillet 2020. Flashback et analyse en page 3. Mutation, entre-temps, mutation évoque le duel Covid-Malachi Manaouda versus Jean-Michel Nietzsche. Le député SDF estime que la gestion de la pandémie du coronavirus est marquée par des surfacturations, des collusions et des conflits d'intérêts. Vendredi dernier, le ministre de la Santé publique a tenu à lui répondre point par point. Et c'est en page 7 du quotidien de la South Media Corporation. Réalité Plus, du duel à la guerre, Réalité Plus fait la transition littorale. Le gouverneur Ivar Adiboa en guerre contre les sans masques anti-Covid. C'est à travers une opération du port systématique du masque lancée par le gouverneur de la région. Éclairage en page 3. While the Guardian Post Daily present those government must dialogue with to end crisis in Northwest and Southwest, the Christian Nga Daily News paper also paid tribute to Cameroon pioneer female minister Delphine Changane Zanga Chogo, who became the first woman to be appointed minister in Cameroon, died Thursday, July the 16th in Yaoundé, in General Hospital, age 85. Défi Actuel annonce que la régie du terminal à conteneurs a fait 23 milliards 982 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en 6 mois. La régie déléguée qui gère le terminal à conteneurs du port de Douala à Bonabéry depuis le 1er janvier 2020 vient de boucler son premier semestre d'activité sur une note de satisfaction. Détail en pages 2 et 3. Éco Matin, enfin, sur le financement de l'économie, l'exposition des banques vis-à-vis de l'État franchit un nouveau record. À la fin du mois d'avril 2020, l'encours des créances accordées par les banques locales à l'État et autres organismes publics du Cameroun était de 984,8 milliards de francs CFA. Niveau d'exposition le plus élevé depuis les 10 dernières années. Page 3 pour les détails. Et voilà pour l'essentiel, mais ce n'est pas tout. Vous trouverez bien d'autres journaux dans les kiosques si vous vous y rendez dès ce lundi. Lucrèce. Merci Daniel pour toutes ces informations. Madame le directeur général du Centre Pasteur de Yaoundé, si on devait retenir quelque chose ce soir, ce serait simplement de continuer à respecter les gestes barrières. Absolument, ça ne fait aucun doute.
Nous semblerions même être sur un début un petit peu de décroissance du nombre de cas nouveaux. Donc allons dans ce sens, continuons, et c'est surtout de ne pas relâcher maintenant pour ne pas voir un effet rebond, mais pour voir que cette décroissance vraiment devienne vraiment réelle et aboutisse à une disparition. Donc oui pour les gestes barrières. Merci, Madame, Monsieur. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, Mesdames, d'être venues. Madame le directeur général du Centre Pasteur, Marie-Noëlle Guichy, mais avant, le directeur général de l'ARCEL et Cyril King-Mbépé, qui était là dans la première partie de cette édition de Scène de Presse. On l'a dit, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir et respectez les gestes barrières.